Jonas Harvey a poussé son chariot de ménage dans la salle de réunion du conseil d'administration lors d'une réunion à enjeux importants. Le directeur financier Richard Connell a levé les yeux, a souri et a pointé du doigt. Les concierges connaissent leur place. Après les heures de travail, pas pendant les discussions à gros budget. La salle éclata de rire lorsque Richard exagéra la démarche de Jonas, se moquant de chacun de ses pas. Peut-être qu'il pense être qualifié pour donner des conseils financiers, a ri quelqu'un. Jonas resta silencieux, imperturbable. Sa dignité demeura intacte, même sous la tempête de moquerie. La PDG Victoria Walsh a regardé sa montre avec impatience. Nous discutons de l'acquisition de Westfield. Videz vos poubelles, et faites le ménage. D'autres rires ont suivi. Jonas hocha lentement la tête, l'air docile. Puis il prit son téléphone dans son chariot et dit. En fait, j'aimerais aussi parler de l'acquisition. Plus précisément, pourquoi elle est sur le point de s'effondrer. Les dirigeants se figèrent. Les sourires disparurent. Jonas a sorti un dossier de sous les sacs poubelles et les sprays nettoyants. Que feriez-vous si quelqu'un vous humiliait sans connaître votre véritable pouvoir? Plus tôt ce matin-là, Jonas arriva au siège social rutilant de Pinnacle Tech à San Francisco. Il ajusta son uniforme de concierge, bien loin des costumes impeccables qu'il portait au quotidien. À 58 ans, ses cheveux poivre et sel et ses mains calleuses complétaient parfaitement le déguisement. Personne ne reconnaissait l'homme qui avait bâti cette entreprise à partir de rien 30 ans auparavant. Jonas poussait son chariot à travers le vaste hall, observant silencieusement. Sa mission était simple, évaluer la culture de l'entreprise. Après avoir reçu des rapports inquiétants de toxicité interne, l'actionnaire majoritaire a décidé de devenir invisible. Car la vérité se révèle quand personne ne regarde. Et, mon gars. J'ai raté quelque chose, lança Richard Connell depuis son bureau au passage de Jonas. Sa voix portait, théâtrale, destinée à divertir les passants. Jonas hocha simplement la tête et essuya le carrelage déjà propre. Toute la matinée, Richard et sa clique de dirigeants ont monté leur petit spectacle. Ils ont délibérément jeté des papiers devant Jonas. Ils l'appelaient, laide, à portée de voix. L'un d'eux a renversé du café, a croisé le regard de Jonas et a dit à ses collègues. C'est pour ça qu'il faut rester à l'école, les gars. Victoria Walsh a été témoin d'un tel moment en se rendant à une réunion. Ses lèvres se sont pincées, mais elle n'a rien dit. Elle a continué à marcher. Son silence était plus criant que les mots. Pendant le déjeuner, Jonas s'est positionné près de la salle à manger exécutive, vidant les poubelles pendant que Richard jouait au roi. Une fois que nous aurons absorbé Westfield, a annoncé Richard. La première chose à faire sera de supprimer ces programmes de diversité ridicules. Rire. Hochement de tête. Ces absurdités WhatsApp les profits. Ces quotas de minorité? Disparus. Victoria se déplaçait mal à l'aise, mais ne disait toujours rien. De l'autre côté de la pièce, la directrice des ressources humaines, Diane Rodriguez, observait attentivement. Ses doigts dansaient sur sa tablette, les yeux plissés vers Richard. Puis ils se tournèrent vers Jonas. Leurs regards se croisèrent. Les siens étaient calculateurs. Les siens, indéchiffrables. Elle soupçonnait. Jonas entra dans une cage d'escalier et sortit son téléphone. Eleanor, c'est pire que prévu. Préparez les documents. La lumière du soleil de l'après-midi inondait la salle de réunion. 12 dirigeants étaient assis autour d'une table en acajou poli, parcourant les rapports d'acquisition. Jonas entra discrètement, poussant son chariot. La tête basse, les mains agiles. Il vidait les poubelles tandis que la conversation se poursuivait. La technologie de Westfield est correcte, mais trop chère, a déclaré Richard en désignant les graphiques financiers. Leur programme de diversité à eux seuls coûte 3 millions de dollars par an. Si on réduit ça, on en profite. Victoria hocha lentement la tête. Leur clientèle est fidèle à ses valeurs. Nous devrons réfléchir à une perspective de transition. Richard lui fit signe de partir. Les clients s'intéressent aux produits, pas à la politique. Ils auront oublié d'ici le deuxième trimestre. Jonas continua son circuit silencieux. Les projections du troisième trimestre montrent une croissance de 15% une fois que nous aurons réduit leur département RH pléthorique, a ajouté Richard.
Jonas se pencha pour récupérer le journal et heurta légèrement la chaise de Richard. « Mon Dieu !» aboya Richard en se retournant. « Tu ne sais rien faire de bien ? C'est pour ça que les gens comme toi passent leur temps à pousser des balais au lieu de prendre des décisions. » Silence. Jonas se redressa lentement. Le rouge dans son cou monta. « Je m'excuse. »« Monsieur, dit-il doucement. » Victoria jeta un coup d'œil à sa montre. « Peut-être que la maintenance pourrait reprendre après la fin de notre réunion. » Diane s'éclaircit la gorge depuis l'autre bout. « Peut-être pourrions-nous faire preuve de plus de respect envers tous les membres du personnel. » Nos valeurs disent que les RH doivent se concentrer sur les vrais problèmes, a rétorqué Richard, et non sur les sentiments de concierge. Jonas continua d'avancer. Désormais conscient des visages changeants dans la salle. Certains cadres semblaient mal à l'aise. D'autres arboraient un sourire béat et solidaire. La plupart restèrent muets. La pire réaction de toutes. Richard reprit sa présentation. Il n'avait pas remarqué que Jonas avait relevé 3 erreurs flagrantes dans son modèle financier. Mais Diane, si. Elle vit Jonas hausser légèrement les sourcils et se mettre à taper furieusement sur sa tablette. Alors que Jonas atteignait la porte, Richard cria. « Eh, concierge ! Avant de partir, voulez-vous donner votre avis sur notre contrat de 200 millions de dollars ?» Rire. Jonas se retourna lentement. Son visage était indéchiffrable. Richard fit un geste théâtral. « Venez. Écoutons le point de vue du concierge. Vous savez, la diversité, c'est important. » L'ambiance changea. Des rires nerveux retentirent. Quelques-uns se joignirent sans hésiter aux moqueries de Richard. Jonas ne bougea pas. « Ne soyez pas timide, » dit Richard. « Chez Pinacle, nous valorisons toutes les voix. N'est-ce pas, Diane ?» Elle ne répondit pas. Sa mâchoire était serrée. Jonas lâcha le chariot. Il s'avança, mesuré, droit. Les rires s'estompèrent tandis que sa dignité tranquille emplissait la pièce. À l'extérieur de la vitre, les employés s'arrêtaient pour regarder. Richard tapota la chaise à côté de lui. « La plus belle vue de la maison, dit-il. Juste ici. » Jonas prit la place. Le projecteur éclaira son visage. Pourtant, il ne montra rien. « Ceci, » fit Richard d'un geste, « sont des prévisions de P&L. Des profits et pertes, pour les non-initiés. » Encore des ricanements. Les lignes bleues indiquent le chiffre d'affaires après acquisition. Les lignes rouges indiquent les économies réalisées grâce au licenciement et, vous savez, au programme « inutile ». Jonas étudia les cartes. Il ne dit rien. Trop compliqué ? Demanda Richard d'un air suffisant. On pourrait peut-être s'en tenir à la serpillière la plus adaptée aux tâches de café. Victoria est intervenue. Ça suffit, Richard. On s'amuse. C'est tout, répondit-il en posant une main sur l'épaule de Jonas. Ça ne le dérange pas, pas toi ? C'est sans doute le moment le plus excitant de ta journée, voir comment fonctionne le monde réel. La cruauté était délibérée, à plusieurs niveaux, systématique. Jonas a enduré. Ses yeux n'ont jamais cessé de parcourir les diapositives. Et elles étaient là, 3 défauts fatals. Des synergies surévaluées. Des coûts d'intégration sous-estimés. Une absence totale de prise en compte de la restructuration de la dette de Westfield. Diane tapait rapidement, déguisant sa documentation en prise de notes informelle. À l'extérieur de la vitre, 2 analystes noirs échangèrent des regards, leur malaise se reflétant dans la souffrance silencieuse de Jonas. Après un autre moment, Jonas parla. Vos projections ne tiennent pas compte de la restructuration de la dette de Westfield au cours du dernier trimestre. La pièce s'est figée. Richard força un rire. Bonne idée. Tu lis peut-être le Wall Street Journal pendant tes pauses ? Il fit signe à Jonas de s'éloigner. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Et toi ? Retourne à ton vrai travail. Jonas ne dit rien de plus. Il se tourna vers son chariot et commença à sortir. En passant devant Diane, il glissa quelque chose dans son dossier. Une simple carte de visite. Jonas Harvey, actionnaire majoritaire. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa main se referma sur la carte juste avant que quiconque ne le remarque.
La porte du placard utilitaire s'est refermée derrière Jonas. À l'intérieur du sanctuaire exigu de serpillière et de solvant, le masque est tombé. Il s'appuya contre une étagère. Et enfin. Laissez-vous respirer. Ses mains, autrefois capables de bâtir un empire technologique à partir de zéro, tremblent désormais légèrement, avant de se transformer en point résolu. Les souvenirs surgissent, sans qu'on les y ait invités. Un jeune Jonas à qui l'on demande de prendre l'ascenseur de service, alors qu'il est le responsable. Les investisseurs le prennent pour un membre du personnel de soutien lors de sa propre présentation de financement. Le besoin incessant et épuisant de faire ses preuves, 2 fois plus qualifié. 3 fois plus dévoué. Il pensait que les choses avaient changé. Que s'éloigner des opérations quotidiennes permettrait à la culture d'entreprise d'évoluer naturellement. Il avait tort. Jonas ajuste son uniforme, puis sort un élégant téléphone personnel d'une poche cachée. Il appelle Eleanor Chen, son avocate depuis 20 ans. « Eleanor, dit-il. » Sa voix se transformant en quelque chose de tranchant et d'impérieux, bien loin du ton déférent qu'il a porté toute la journée, « J'en ai assez vu. Préparez-vous à une action d'urgence du conseil d'administration. Je veux que tous les rapports sur la discrimination des 5 dernières années soient sur mon bureau d'ici demain matin. Et aussi les audits financiers complets. Le plan de succession, Jonas. » La voix d'Eleanor est empreinte d'hésitation. « Tu as promis de ne pas intervenir, sauf en cas d'absolue nécessité. Tu voulais que la prochaine génération de dirigeants émerge avec authenticité. C'est nécessaire, coupe Jonas. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui viole tout ce que cette entreprise a été créée pour représenter. » On frappe à la porte. Jonas raccroche. Reprenant son rôle de concierge au moment même où Diane Rodriguez entre et ferme la porte derrière elle. « Je savais que quelque chose était différent chez toi, dit-elle d'une voix étouffée. La façon dont tu as repéré ces erreurs de projection. Aucun agent de maintenance ordinaire ne détecte des écarts financiers aussi précis. Elle sort une carte de visite, la sienne. Je documente tout depuis des mois. Plainte pour harcèlement enterré. Promotion refusée aux minorités qualifiées. Représailles contre ceux qui dénoncent. Diane récupère sa tablette et lui montre les preuves, des évaluations de performance manipulées, des courriels accablants, des incidents enregistrés classés par fréquence et par gravité. Pourquoi Victoria n'a-t-elle pas abordé ce sujet, demande Jonas. Elle a essayé, répond Diane d'une voix calme. Richard l'a menacée d'accusations de faute professionnelle inventées de toutes pièces. Il a prétendu que des membres du conseil d'administration étaient prêts à le soutenir. Elle a préféré la survie à la justice. La réalisation apparaît dans les yeux de Jonas. Le conseil d'administration est compromis. La plupart d'entre eux, confirme Diane. Richard s'est bâti un réseau de fidélité grâce aux faveurs, à l'intimidation et aux accords en coulisses. Jonas hoche lentement la tête, la décision se cristallisant en lui. Cette entreprise a été bâtie sur l'inclusion et l'innovation, ces principes ont fait notre grandeur. Ce que j'ai vu aujourd'hui prend fin. Il se tourne vers Diane. Commencez à rassembler des alliés. Discrètement. Je m'occupe du reste. Ailleurs dans le bâtiment, Richard se retire dans son bureau privé, les sourcils froncés. Il appelle un collègue de confiance. Ce concierge était trop intéressé par nos chiffres, dit-il sèchement. Faites une vérification des antécédents. Il y a quelque chose qui cloche. Sur le parking, Jonas enlève son uniforme de concierge et enfile un costume impeccable. Son téléphone sonne, un titre s'affiche. Le PDG de Westfield exprime ses inquiétudes concernant l'acquisition de Pinnacle. Au sein du département d'analyse, la tension monte. James Wright, un jeune analyste noir récemment promu de l'équipe donnée, montre du doigt la feuille de calcul des acquisitions. Ses projections de synergie semblent exagérées. Compte tenu de la volatilité du marché de Westfield. Richard apparaît à son épaule, le visage rougissant. Remettez-vous en question mon jugement financier? Je signale simplement les facteurs de risque, monsieur, répond James, calme mais ferme. Richard lui arrache le rapport des mains. Peut-être que tu devrais intégrer l'équipe de nettoyage si tu ne comprends pas les bases de l'arithmétique. Ta promotion était clairement prématurée. Victoria apparaît dans l'embrasure de la porte, témoin de tout cela. Restons professionnels, dit-elle en s'avançant avec hésitation. L'équipe fait simplement son travail de vérification.
Son commentaire suscite un regard noir de la part de Richard, qui laisse tomber le rapport sur le bureau de James avec un dernier ricanement. Corrigez votre compréhension, pas mes chiffres. Il s'éloigne en trombe. Victoria reste un moment de plus, puis s'en va discrètement. Pendant ce temps, Jonas, toujours incognito, pousse son chariot devant la suite exécutive. À l'intérieur, Diane tient une réunion clandestine avec 5 employés. Il a dit que mon accent était trop ethnique pour les appels clients, raconte un responsable marketing. Ma promotion a été retardée 3 fois, ajoute un développeur senior, tandis que mon collègue blanc, moins expérimenté, a bénéficié d'une procédure accélérée. Diane documente tout, construisant un réseau de preuves. Quelqu'un a-t-il signalé cela officiellement? Ils ont essayé, dit le développeur. Ils ont eu de mauvaises évaluations par la suite. 2 d'entre eux ont abandonné. De l'autre côté du bâtiment, Richard examine les registres de sécurité. Ses yeux se rétrécissent. Aucun concierge n'est prévu à notre étage aujourd'hui. Il appelle la sécurité à voix basse. J'ai besoin de quelqu'un. Un homme noir d'un certain âge, en uniforme de maintenance. Discrètement. N'alertez pas le conseil. Pas encore. Dans la salle de pause, Jonas discute avec un responsable intermédiaire pendant qu'il réapprovisionne les serviettes en papier. J'ai entendu dire qu'il y avait un certain malaise au sujet de la fusion avec Westfield. Le directeur se penche. Officiellement? Leur culture d'entreprise est toxique. Nos initiatives en matière de diversité seront balayées. Jonas hoche lentement la tête. Ça a l'air sérieux. Si quelqu'un comparait leur bilan au nôtre, cela susciterait des inquiétudes. De retour dans son bureau, Victoria prend un appel tendu. Monsieur Westfield, je vous assure que Pinacle apprécie votre héritage. Quelles inquiétudes anonymes. Je ne comprends pas. Elle fait les 100 pas. Cette acquisition est dans notre intérêt commun. Tout retard risque de compromettre la perception du marché. Un battement. Oui. Je m'en occupe personnellement. Elle raccroche et compose le numéro de Richard. Nous sommes dans une situation délicate. Quelqu'un sabote l'accord. Le téléphone de Richard s'allume à nouveau, un message de la sécurité. Image ci-jointe, le concierge de tout à l'heure. Légende, personnel non programmé. Identité inconnue. Il réunit l'équipe de direction dans une salle de conférence annexe. L'absence de Victoria est flagrante. Nous sommes confrontés à une faille de sécurité, commence-t-il. Cet individu est entré avec de fausses informations d'identification de maintenance. Il affiche l'image. Des murmures s'élèvent. Plusieurs cadres reconnaissent le visage. Espionnage d'entreprise. Demande le directeur technique. Richard hoche la tête solennellement. Ce concierge était plus que curieux. Il recueillait des renseignements. Peut-être pour un concurrent. Il ne mentionne pas l'humiliation publique qu'il a subie plus tôt. De l'autre côté de la ville, Jonas est assis en face de Gerald Westfield dans une salle à manger privée, habillé impeccablement, commandant à nouveau la pièce. Quand mon assistant m'a dit que Jonas Harvey voulait me rencontrer, admet Gerald, j'ai cru à une farce. Le fondateur émérite, réapparaissant tel un fantôme. Je ne suis jamais parti, répond Jonas froidement. J'ai simplement reculé pour laisser les autres diriger sans mon ombre. Mais maintenant, je comprends que c'était une erreur. Les rapports anonymes que vous avez reçus. Ils venaient de moi. Les yeux de Gerald s'écarquillent. J'ai vu Richard Connell dégrader vos valeurs et vos collaborateurs. Je ne peux pas laisser votre entreprise fusionner avec la nôtre sous sa direction. Vous êtes l'actionnaire majoritaire, dit Gerald. Pourquoi ne pas simplement le licencier? La procédure régulière. Et surtout, les preuves, dit Jonas, les yeux plissés. Mon déguisement m'a donné ce dont j'avais besoin. De retour à Pinacle. Victoria fait irruption dans le bureau de Richard. Vous avez convoqué une réunion sans moi? Je suis le PDG. C'était urgent, balaie Richard. De plus. Vous étiez occupé à limiter les dégâts liés à la communication. Westfield menace de se retirer. Sa voix s'aiguise. Et votre comportement? Vous avez publiquement humilié le personnel? C'est l'agent d'entretien. C'était quoi, ce bordel?
Richard se moque. C'est à cause de votre approche douce que nous perdons le contrôle. Westfield va signer. Car ils ont plus besoin de nos canaux de distribution que nous de leur boutique. Victoria se redresse, mais son expression s'assombrit. Vos actions auraient pu nous coûter tout. Ils signeront, répond Richard froidement. Maintenant, laissez-moi gérer la faille de sécurité, pendant que vous faites votre vrai travail. Quelques étages plus bas. Dans une salle de conférence plus calme, Diane réunit sa coalition grandissante. Elle ouvre son ordinateur portable et projette un rapport structuré. Nous avons des témoignages de 23 employés actuels et de 17 anciens membres du personnel qui ont quitté l'entreprise en raison de conditions hostiles. Elle clique sur les fichiers. Tout cela corrobore un modèle de discrimination qui s'est intensifié sous la direction financière de Richard. Pendant ce temps, Richard est penché sur son ordinateur, les doigts qui s'emballent. Les yeux plissés tandis qu'il parcourt les dossiers d'investissement. Puis il s'arrête. Jonas Harvey. Il marmonne, confus et secoué. C'est un investisseur? Mais les dossiers sont délibérément emmêlés, masquant la participation majoritaire de Jonas derrière un réseau de sociétés holding. Richard attrape son téléphone, la mâchoire serrée. Sécurité. Je veux que Jonas Harvey soit immédiatement banni de ce bâtiment. Dans la salle du conseil d'administration, la tension monte. Le directeur marketing s'exprime avec prudence. Peut-être devrions-nous réexaminer notre approche de l'intégration de Westfield. Leur culture d'entreprise. Leur culture n'a aucune importance. Interrompt l'allié de Richard du service juridique. Nous acquérons leur technologie et leur part de marché, pas leur politique RH. La pièce se divise. Les valeurs d'un côté. Les profits de l'autre. Le téléphone de Victoria vibre. Un message d'un numéro inconnu. Réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Votre carrière dépend du camp que vous choisirez. Elle lit le nom de l'expéditeur. Jonas Harvey. Le poids de ce qui arrive pèse sur ses épaules. La lumière matinale baigne le siège social vitré de Pinacle. Les employés murmurent. Les équipes de sécurité se positionnent discrètement au point d'accès clé. Les assistants de direction chuchotent à propos d'une réunion imprévue du conseil d'administration. Quelque chose de grand est sur le point de se produire. Richard traverse d'un pas rapide le service marketing, la posture ferme mais l'assurance s'effritant. Il s'arrête au bureau de Zoé Patterson. Une femme noire talentueuse, souvent ignorée. Zoé, dit-il en affichant un sourire exercé qui n'atteint pas ses yeux. Bonne nouvelle. Ce poste à responsabilité pour lequel vous avez passé un entretien le trimestre dernier, il est à vous. Avec effet immédiat. Elle lève les yeux, stupéfaite. Merci. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ma dernière critique? Il s'agit simplement de reconnaître le talent. Il pose un document sur son bureau en baissant la voix. Entre nous, il se peut que des fauteurs de troubles répandent des informations erronées sur notre culture d'entreprise. Votre point de vue d'employé issu d'une minorité appréciée serait utile, pour corriger ce discours. Le visage de Zoé reste illisible. Je vois. De l'autre côté du bâtiment. Des scènes similaires se déroulent. Promotion stratégique d'employés issus de minorités jusque-là négligées. Le tout accompagné d'avertissements voilés. Pendant ce temps, Victoria ferme les stores d'un bureau vacant et rencontre en privé Diane Rodriguez. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt avec ça? Elle fait un geste vers la tablette de Diane. Bouleversée par la profondeur de la documentation. Je l'ai fait. 3 fois, répond Diane en ouvrant un dossier intitulé Communication du PDG. Votre assistant, nommé par Richard, a dit que vous étiez trop occupé. Puis, mes préoccupations ont été mystérieusement reclassées comme non prioritaires. Victoria défile. Son visage se crispant alors qu'elle voit sa propre inaction mise à nu. Je savais que les choses étaient problématiques. Mais ça? Un schéma systématique? Richard a créé une culture de la peur, explique Diane. La plupart des victimes gardent le silence. Parce qu'elles ont vu ce qui arrive à ceux qui parlent. De l'autre côté de la ville. Jonas est assis en face d'Eleanor Chen dans son cabinet d'avocat, examinant les statuts de l'entreprise. Richard a enfreint au moins 15 politiques, confirme Eleanor. Discrimination.
Le conseil d'administration ne peut pas ignorer cela, déclare Jonas. Certains essaieront, prévient Eleanor. Richard s'est constitué un réseau d'alliés, des faveurs, des intérêts. Ils diront que c'est juste son style de management. Jonas redresse sa cravate. Alors ils partageront son sort. Dans son bureau, Richard fait les 100 pas. Il appelle ses alliés. J'ai besoin de votre vote demain. Oui, je comprends vos inquiétudes, mais il s'agit d'une tentative d'OPA hostile. Non, il n'a pas la majorité. C'est absurde. Sa voix tremble. La coalition en laquelle il avait confiance commence à se fissurer. Désespéré, il rouvre le profil de Jonas, creusant plus profondément. HIS face blanche. Au cœur de ces différentes propriétés se trouvent des liens avec des sociétés holding qu'il a manquées. Des murmures se répandent dans tout Pinacle. Dans la salle de pause. Thomas Chen dit doucement, « Mon cousin travaille chez Westfield. » Il dit que leur PDG s'est retiré après avoir reçu une information anonyme sur l'environnement toxique de Pinacle. Il est temps que quelqu'un révèle ce qui se passe ici, répond un collègue. Dans Financial News, le PDG de Westfield parle calmement. Nous procédons simplement à une vérification approfondie de l'alignement culturel. Des valeurs d'entreprise fortes ont toujours été notre fondement. L'action de Pinacle chute de 3%. Cet après-midi-là, les membres du conseil arrivent tôt et se rassemblent en foule devant la salle. Les conversations s'apaisent dès l'apparition de Richard. Il n'est plus le lion dans la salle. De quoi s'agit-il lors de cette réunion d'urgence, demande un membre du conseil d'administration de longue date. Un ancien cadre tente de saboter notre stratégie d'acquisition. Marmonne Richard. Rien que nous ne puissions gérer. L'ascenseur sonne. Jonas Harvey sort, majestueux dans un costume anthracite, posture imposante, présence indéniable. Le concierge dont il se moquait a disparu. Les membres du conseil d'administration restent bouche bée. La sécurité s'avance. Jusqu'à ce que Victoria sorte de son bureau et prononce 4 mots. Laissez-le passer immédiatement. Richard tente de reprendre son autorité. L'acquisition de Westfield représente notre orientation stratégique pour la prochaine décennie. Dit-il d'une voix cassante. Ces accusations infondées de discrimination visent à nous faire dérailler. Les portes de la salle de réunion s'ouvrent. Jonas entre, chaque pas posé. Derrière lui. Eleanor Chen porte un porte-document en cuir. Le silence s'installe tandis que les membres du conseil constatent l'homme qu'ils ont congédié, debout devant eux, vêtu de laine italienne. Il n'est pas autorisé à assister à cette réunion, rétorque Richard en faisant signe à la sécurité. S'il vous plaît, retirez-le. Ce ne sera pas nécessaire. Dit calmement Jonas en posant des documents sur la table. En tant qu'actionnaire à 67% et fondateur de Pinacle Tech, je pense avoir une place. La stupeur résonne dans la salle. Des calculs défilent dans les yeux du conseil d'administration. Impossible, balbutie Richard. Nos registres de propriété. Mes avoirs sont structurés en cette entité. Intervient Jonas en faisant glisser les certificats. Une mesure de confidentialité. Pas de secret. Le secrétaire du conseil d'administration a eu pleinement accès aux documents. La secrétaire hoche la tête, évitant le regard noir de Richard. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Jonas déboutonne sa veste et s'assoit à la tête de la table. Je m'appelle Jonas Harvey. J'ai créé cette entreprise à partir de rien il y a 30 ans, quand les investisseurs m'ont dit qu'un homme noir ne pouvait pas réussir dans la technologie. Sa voix est égale, factuelle. Sans amertume. Juste la vérité. J'ai pris du recul il y a 10 ans, persuadé que Pinacle pouvait prospérer seul. J'avais tort. C'est absurde, s'exclame Richard. Tu ne peux pas revenir comme ça après des années d'absence. Je peux, dit Jonas, et je l'ai fait. Il active le système d'affichage. Une vidéo est diffusée. Richard? Se moquant de Jonas sous son déguisement de concierge. Réprimandant les employés. Se vantant d'avoir démantelé les programmes de diversité de Westfield. Il y a 3 jours, commence Jonas. J'ai lancé une enquête secrète suite à de nombreuses plaintes concernant un environnement de travail hostile. J'ai constaté l'érosion de la culture d'inclusion qui faisait la grandeur de Pinacle. Les membres du conseil d'administration s'agitent.
Leur propre complicité transparaît dans les images. Vous nous avez enregistrés sans notre consentement? S'exclame Richard. C'est illégal. La Californie est un État à consentement bipartite pour priver les conversations, explique Eleanor avec aisance. Mais la politique de l'entreprise autorise la surveillance dans tous les espaces communs. Tout le monde, y compris les cadres, signe cette politique chaque année. Diane Rodriguez entre. Tablette à la main, suivie par des membres du personnel tenant d'épais dossiers. Nous avons rassemblé des preuves de 78 incidents au cours des 3 dernières années. Annonce-t-elle en faisant circuler les dossiers autour de la table. Ces témoignages incluent des témoignages directs d'employés, actuels et anciens, victimes de discrimination. Les communications internes révèlent une volonté délibérée de supprimer les initiatives de diversité. Les analyses statistiques révèlent un biais systématique dans les modèles de promotion et d'avancement. Sur l'écran de la vidéoconférence, des visages apparaissent. D'anciens employés partagent leurs histoires dans des déclarations enregistrées. On m'a dit que mes cheveux naturels n'étaient pas professionnels, déclare un ancien directeur marketing. Après avoir exprimé des inquiétudes concernant des commentaires offensants, mes évaluations de performance ont soudainement diminué, rapporte un développeur senior. Mes suggestions techniques ont été ignorées jusqu'à ce que mes collègues blancs masculins les répètent, ajoute une ingénieure. Les preuves continuent de s'accumuler indéniables. Profondément troublante et accablante. Victoria Walsh se lève lentement. Tous les regards se tournent vers elle. La PDG doit désormais faire un choix, publiquement et irrévocablement. Commence-t-elle en hésitant, puis se redresse. J'ai trahi cette entreprise et ses employés. J'ai été témoin de comportements inappropriés et j'ai préféré un silence confortable à une action difficile. Sa voix devient plus forte. J'ai été complice par mon inaction et j'assume l'entière responsabilité de cet échec. Jonas fait un petit signe de tête en guise de remerciement. Puis s'adresse à la salle avec une autorité tranquille. Avec effet immédiat, Richard Connell est licencié pour avoir créé un environnement de travail hostile. Pour avoir encouragé des pratiques discriminatoires et pour des actions contraires aux intérêts des actionnaires. Tu ne peux pas, intervient Richard, se levant, incrédule. Je peux. Et je l'ai fait, répond Jonas sans hésitation. L'équipe de direction sera immédiatement restructurée. Une réforme culturelle complète débute aujourd'hui. L'acquisition de Westfield se poursuivra uniquement avec le renforcement des initiatives en matière de diversité, et non leur suppression. Richard, désormais désespéré, se tient debout. Les poings serrés. Vous faites une erreur catastrophique, prévient-il. Le cours de notre action va s'effondrer. Je sais des choses concernant nos opérations, nos failles de sécurité. Nos pratiques comptables qui pourraient dévaster cette entreprise si elles étaient rendues publiques. La pièce est pétrifiée. Sa menace pèse lourdement sur l'air. Jonas reste imperturbable. Cela violerait votre accord de confidentialité et entraînerait des poursuites pénales pour fraude boursière et espionnage industriel, déclare-t-il calmement. Choisissez votre prochaine décision avec soin, Richard. Vos options se réduisent de seconde en seconde. Au signal d'Eleanor, le personnel de sécurité s'avance. Richard attrape son téléphone et son ordinateur portable, les yeux pleins de fureur tandis qu'il fixe tour à tour chaque membre du conseil d'administration. Vous privilégiez les fantasmes de justice sociale à la valeur actionnariale, crache-t-il amèrement. Cette entreprise ne survivra pas à ce qui s'annonce. Lorsque le marché apprendra que son fondateur est devenu woke. Le ton de Jonas est égal, résolu. Le marché apprendra que Pinnacle réaffirme son engagement envers les principes qui ont construit son succès. Une innovation alimentée par des perspectives diverses et guidée par un leadership éthique. Alors que la sécurité escorte Richard dehors, il se retourne une fois de plus, son regard venimeux. Ce n'est pas fini, siffle-t-il. Votre précieuse compagnie ne survivra pas à ce qui arrive. La porte se ferme derrière lui, mais sa menace persiste, épaisse comme de la fumée. Vive comme de l'acide, menaçante. Et pourtant, quelque chose a changé. Une vague de justice longtemps réprimée déferle sur Pinnacle Tech avec une force indéniable. Le conseil d'administration devient un véritable laboratoire d'idées pour la transformation de l'entreprise. Jonas reconstruit méthodiquement la structure de direction et les priorités stratégiques de l'entreprise. Diane Rodriguez est nommée directrice de la diversité. Avec droit de vote au sein du conseil d'administration.
Sa première mission, un audit complet des pratiques de promotion et de rémunération dans tous les départements. Plusieurs dirigeants s'agitent sur leur siège, mal à l'aise. 2 d'entre eux préfèrent démissionner immédiatement plutôt que d'être examinés. Nous acceptons les 2 démissions. Déclare Jonas fermement, mais votre départ ne vous exempte pas du prochain examen juridique. En milieu d'après-midi, l'étage de la direction se transforme en centre de commandement pour la réinsertion. Les équipes RH lancent des évaluations à l'échelle du service. Les équipes juridiques rouvrent d'anciens dossiers de règlement pour discrimination. L'atmosphère est à la fois anxieuse et pleine d'espoir. Comme celle d'un patient qui commence à guérir après une opération chirurgicale éprouvante. Victoria occupe désormais un bureau d'angle. Réduit, mais non supprimé. Votre honnêteté a sauvé votre position, lui dit Jonas. Pour l'instant. Votre avenir dépend entièrement de vos actions à partir de maintenant. Elle hoche la tête, acceptant les conditions. Je regagnerai la confiance, dit-elle doucement. Ou je me retirerai complètement. Malgré la discrétion interne, les nouvelles circulent rapidement dans le monde de la technologie. Le soir, les blogs s'illuminent de titres spéculatifs. Remaniement majeur chez Pinnacle Tech. Le directeur financier Connell quitte l'entreprise après une période de réflexion culturelle. Au matin, les médias grand public reprennent l'histoire. Un chef infiltré démantèle un leadership toxique. Un fondateur milliardaire revient comme concierge et dénonce la discrimination. Jonas ne donne aucune interview. Il se concentre sur lui-même. Sur la guérison de ce qui a été brisé. Sa seule déclaration publique est brève et précise. Pinnacle Tech réaffirme son engagement envers ses principes fondateurs, l'innovation par l'inclusion. Au sein de l'entreprise, les émotions sont à leur comble. Pour ceux qui ont souffert sous le règne de Richard, c'est un soulagement. Pour ceux qui ont bénéficié des anciennes méthodes, l'anxiété s'installe. L'avenir paraît incertain pour tous. James Wright, l'analyste autrefois moqué par Richard, trouve une note manuscrite sur son bureau. Vos observations étaient justes. Nous avons besoin de cette perspective à la table des dirigeants. Zoé Patterson, une fois poussée à obtenir une promotion imméritée, renvoie le document non signé au RH. Je veux obtenir une promotion au mérite, dit-elle à Diane. Pas pour limiter les dégâts. Diane prend note de son intégrité. Au service juridique. Des offres d'indemnisation sont proposées aux anciens employés victimes de discrimination. Ces offres ne contiennent notamment aucune clause de confidentialité. Une nouvelle ère de transparence s'ouvre. Pendant ce temps, Richard se retire dans sa propriété d'Atherton. Mais il ne garde pas le silence. Il travaille au téléphone, désespéré de rallier des alliés. Harvey détruit la valeur actionnariale, affirme-t-il. Cette expérience de justice sociale est vouée à l'échec. Le marché la punira. Mais peu de gens partagent son avis. D'autant plus que les journalistes commencent à publier des extraits de documents expurgés, dressant un tableau accablant de l'échec institutionnel. Les analystes commencent à interroger d'autres géants de la technologie sur leurs propres données de diversité. Un écho se fait sentir dans la Silicon Valley. Victoria, désormais en phase de reconstruction, se révèle d'une aide inattendue. Jenkins a permis à Richard de développer ses pires tendances, admet-elle. Shen a exprimé ses inquiétudes une fois. Puis s'est tu. Williams a constamment résisté, même sous pression. Jonas reçoit des rapports de marché quotidiens. L'action Pinnacle chute de 7%, puis se stabilise. Tandis qu'il partage une vision détaillée dans sa lettre aux actionnaires. Une culture inclusive favorise une innovation plus forte et une croissance durable. Nous corrigeons notre trajectoire en nous alignant sur les meilleures pratiques empiriques et les valeurs qui nous ont été données. Les investisseurs institutionnels réagissent positivement. Des séances d'information privée révèlent les responsabilités juridiques que Richard a laissées derrière lui. Une correction proactive est de loin préférable à des recours collectifs. Observe un gestionnaire de fonds de pension. La volatilité temporaire en vaut la peine. Gerald Westfield arrive personnellement pour réexaminer l'acquisition. Vos méthodes étaient, peu conventionnelles, remarque Gerald. Mais efficaces. Parfois, la transformation nécessite une compréhension directe, répond Jonas. Connell aurait détruit les valeurs que nous partageons. Cette fusion les renforcera, et non les effacera. Il restructure l'accord.
préservant et développant les initiatives de diversité de Westfield. Les indicateurs d'inclusion sont désormais directement liés à la rémunération des dirigeants. La responsabilité n'est plus facultative. Dans toute l'entreprise, les espaces physiques évoluent parallèlement aux nouvelles politiques. L'accès restreint à l'étage de direction est supprimé. Les RH lancent des systèmes de signalement anonymes sous la supervision de tiers. Les groupes de ressources pour les employés sont officiellement reconnus et financés. Jonas crée un comité d'examen culturel composé de cadres et d'employés de première ligne, tous dotés d'un pouvoir de vote égal. La hiérarchie a de la valeur, explique-t-il. Mais un pouvoir incontrôlé engendre de la toxicité. L'équilibre doit être intégré au système. Victoria témoigne lors d'une procédure interne, soumettant des documents sur les menaces de Richard. Il a créé un écosystème où la complicité était le chemin le plus facile, dit-elle. Et j'ai échoué, parce que je l'ai pris. 3 semaines après le début de la transformation. Les analystes du marché revalorisent l'action Pinacle de « conserver » à « acheter ». Risque juridique réduit. Innovation renouvelée. Le cours de l'action rebondit et grimpe de 2%. Diane lance des audits culturels trimestriels, désormais discutés lors des conférences téléphoniques sur les résultats. La culture, rappelle Jonas aux investisseurs, est un indicateur avancé. Les résultats financiers ne reflètent que ce que la culture a déjà construit ou détruit. D'anciens employés ont commencé à revenir, apportant avec eux des compétences inestimables et une expérience durement acquise auprès de concurrents. Jonas, assis à la tête d'une table de réunion de direction, se penchait pensivement. L'exode des talents a été notre plus grand coup invisible, a-t-il déclaré. Leur retour marque notre redressement. Pendant ce temps, le soutien public de Richard continuait de s'éroder. De plus en plus d'anciens collègues se manifestaient, partageant des histoires accablantes. Son avocat lui a déconseillé d'engager des poursuites, prévenant que la divulgation judiciaire ne ferait qu'aggraver les blessures de sa réputation. Bien que Richard détenait toujours des actions importantes dans Pinacle, assurant ainsi sa richesse personnelle, son influence dans l'industrie technologique diminuait de jour en jour. Zoé Patterson a reçu sa promotion tant attendue. Non pas par faveur ou par un coup de pub, mais par les voies appropriées, entièrement fondées sur son excellence avérée. James Wright a rejoint l'équipe de stratégie et, pour la première fois, son esprit d'analyse aiguisé a été valorisé plutôt que marginalisé. Des corrections similaires ont été appliquées à Pinacle. Merit a enfin pu opérer sans le filtre des billets. Finalement, la presse s'est détournée. De nouveaux scandales ont éclaté dans d'autres entreprises, permettant à la transformation interne de Pinacle de se poursuivre discrètement, à l'abri des regards du public. C'est dans ce silence que la véritable guérison a pris racine. Par une soirée pluvieuse, 6 semaines après la confrontation au conseil d'administration. Une caméra de sécurité a filmé Richard Connell entrant dans le siège du principal concurrent de Pinacle. En quelques heures, les images ont atterri sur le bureau de Jonas. Il nous offre des informations privilégiées, confirma Eleanor d'un ton froid en examinant les informations de leur réseau de renseignement juridique. Il essaie de troquer des secrets commerciaux contre un poste de direction. Documentez tout, ordonna calmement Jonas. Son accord de confidentialité rend toute divulgation de ce type passible de poursuite. Ce soir-là, travaillant tard dans ce qui était autrefois le bureau de Richard, Jonas examina les indicateurs de transformation culturelle de Pinacle. Un concierge entra pour vider les poubelles. Jeune, noir, discrètement efficace. Jonas le reconnut grâce à la nouvelle base de données des employés. Diplômé d'études supérieures en informatique. L'étage exécutif est bien plus beau maintenant, a remarqué Jonas. Le concierge leva les yeux, visiblement surpris d'être interpellé par le PDG. Je fais juste mon travail, monsieur. Votre CV indique que vous avez un master en informatique. Notre département d'ingénierie vous intéresse ? Les yeux du jeune homme s'illuminèrent. Absolument. Mais les RH m'ont dit qu'il n'y avait pas de poste vacant quand j'ai postulé. Il y en a maintenant, répondit Jonas en lui tendant une carte de visite. Appelle ce numéro demain. Ailleurs, Richard était assis dans une salle de conférence, face aux dirigeants du principal concurrent de Pinacle. Son expression était amère, son ton teinté de vengeance. Il pensait que j'avais fini, murmura-t-il. Je ne fais que commencer.
Le PDG du concurrent se pencha en avant, l'air calculateur. Dites-moi précisément quelle vulnérabilité nous pouvons exploiter dans le nouveau régime d'Harvey. La commission d'éthique de California Tech s'est réunie dans une salle ensoleillée qui ressemblait davantage à un tribunal qu'à une salle d'audience. Richard, assis avec raideur à côté de son avocat, regardait défiler une marée de représentants de l'industrie et de conseillers juridiques. Les débats ont débuté avec une précision clinique. Cette audience déterminera si M. Connell a enfreint les normes du secteur et les codes d'éthique par ses actions chez Pinnacle Tech, a annoncé la commissaire Ortega. Sa voix était d'un ton discret. Richard s'efforçait de projeter une image de confiance, même si la sueur perlait à ses tempes. Sa stratégie était claire. Considérez tout comme une nécessité professionnelle, et non comme une discrimination. Monsieur Connell. Comment réagissez-vous aux incidents documentés de création d'un environnement de travail hostile pour les employés issus des minorités? A demandé Ortega. Ces allégations, répondit Richard d'un ton posé, témoignent d'une incompréhension fondamentale de mon style de management. J'exige de tous mes employés des normes extrêmement élevées. Le fait que certains aient interprété cela comme de l'hostilité reflète leur problème de performance, et non une intention discriminatoire. Son avocat acquiesça d'un signe de tête approbateur. Les commissaires restèrent impassibles. Mais les preuves étaient implacables. Des courriels dans lesquels Richard demandait aux managers de rechercher des candidats, culturellement adaptés, un euphémisme connu pour maintenir l'homogénéité. Des enregistrements audio où il expliquait comment licencier légalement des employés qui exprimaient des inquiétudes concernant la discrimination. Ses anciens alliés, autrefois si loyaux, si désireux de rire à ses blagues, gardaient désormais leur distance. J'ai observé les décisions de M. Connell, a déclaré l'ancien directeur de l'exploitation. Mais je n'étais pas au courant de ses intentions. J'ai fait part de mes inquiétudes par les canaux appropriés, a affirmé un autre dirigeant, malgré des documents prouvant le contraire. Personne ne l'a défendu. Personne n'a menti ouvertement, mais personne ne l'a soutenu non plus. Son isolement est devenu presque physique. Puis Victoria Walsh a témoigné. Le sang-froid de Richard se brisa. M. Connell a explicitement menacé de fabriquer des accusations de mauvaise conduite contre moi si j'interférais dans son traitement des employés issus de minorités, a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Il prétendait que des membres du conseil d'administration soutiendraient ces mensonges, ce qui garantissait de fait mon licenciement si je le contestais. C'est absurde, rétorqua Richard. Elle était PDG. C'était sa responsabilité. Monsieur Connell, interrompit Ortega, vous aurez l'occasion de répondre. Victoria a présenté une chronologie accablante, email enregistré. Journaux d'appel, notes de l'époque. Le schéma était indéniable. La défense finale de Richard a eu lieu lors du contre-interrogatoire. J'ai donné la priorité à la valeur actionnariale. A-t-il insisté? Chacune de mes décisions maximisait la performance financière. Ces pratiques soi-disant discriminatoires étaient tout simplement des pratiques commerciales efficaces. Exemple de toute ingénierie sociale. Alors Jonas se leva. Il a présenté un rapport relié à la commission. Cette analyse, a déclaré Jonas, compare les performances financières des entreprises technologiques selon différents indicateurs de diversité. Les données montrent que les environnements de travail inclusifs surpassent systématiquement les environnements homogènes en termes d'innovation, de rétention des talents et de valeur marchande. Il se tourna vers Richard. Vos pratiques n'ont pas maximisé la valeur actionnariale. Elles ont engendré des risques juridiques, porté atteinte à la réputation et freiné la performance. Richard laissa tomber son masque. Vous avez transformé Pinnacle en une expérience de justice sociale. Le marché punira votre faiblesse. Jonas est resté calme. Le marché s'est déjà exprimé. L'action Pinnacle a gagné 12% depuis votre départ, surperformant le secteur technologique de 7 points. Les commissaires n'ont pas eu besoin de beaucoup de délibération. Le verdict a été rapide et unanime. Richard Connell avait enfreint plusieurs normes d'éthique du secteur. Ses certifications de cadre ont été révoquées. Les preuves ont été transmises au procureur de district en vue d'éventuelles poursuites pénales pour avoir créé un environnement de travail hostile. Il est parti en disgrâce. Les accords de règlement l'interdisaient d'occuper des postes de direction dans toute société publique pendant au moins 5 ans. En sortant, il a croisé un jeune homme noir bien habillé qui entrait pour l'audience suivante. « Excusez-moi,
murmura Richard, les yeux détournés. Pas de problème, monsieur Connell, fut la réponse polie. Il s'agissait de Jamal Washington, l'ancien concierge que Richard avait refusé de promouvoir malgré son MBA. Je témoigne de mon expérience chez Pinnacle cet après-midi. La reconnaissance scintilla dans les yeux de Richard tandis que Jamal continuait à entrer dans le bâtiment, la tête haute. Prêt à dire la vérité dans le compte rendu officiel d'une chute que Richard s'était infligée. 3 mois plus tard, Jonas a reçu une enveloppe non marquée. À l'intérieur se trouvaient des comptes rendus détaillés de discrimination de la part de 5 autres grandes entreprises technologiques, ainsi qu'une note manuscrite. Il ne s'agissait jamais uniquement de Pinnacle, n'est-ce pas? Cette révélation a provoqué une secousse dans toute la Silicon Valley. Les recruteurs de cadres ont constaté une forte demande de responsables de la diversité dotés d'une réelle autorité, et non plus seulement de rôles symboliques. Les réunions du conseil d'administration ont commencé à inclure des questions sérieuses sur la culture d'entreprise, parallèlement aux prévisions de bénéfices. Jonas a fondé la Tech Equity Coalition, invitant ceux qui avaient été marginalisés à prendre les devants grâce à leur expérience vécue. Leur première conférence s'est soldée en quelques heures. Les PDG et les directeurs des ressources humaines ont organisé des sessions bien remplies intitulées Mesurer ce qui compte. La culture comme avantage concurrentiel et de la conformité à l'engagement, stratégie d'inclusion authentique. Nous ne sommes pas là pour faire honte aux entreprises, a déclaré Jonas lors de son discours d'ouverture. Nous sommes là pour partager les données. Les lieux de travail inclusifs surpassent leurs pairs, sur tous les indicateurs significatifs. La transformation de Pinnacle est devenue l'étude de cas centrale. La production d'innovation a augmenté de 23% en seulement 6 mois. La fidélisation des employés a progressé de 31%, réduisant considérablement le turnover. La satisfaction client a atteint des sommets. Victoria Walsh, partiellement rachetée par son honnêteté, s'est imposée comme une voix convaincante en faveur de la responsabilité. Le silence n'est pas la neutralité, a-t-elle déclaré à un groupe de dirigeants. C'est de la complicité. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. Ce choix a favorisé le mal. Et maintenant, le courage avait enfin pris la place qui lui revenait. Ne faites pas mon erreur. Les concurrents qui avaient autrefois salué la disruption de Pinnacle se sont rapidement retrouvés face à leur propre heure de vérité. Des informations anonymes ont commencé à affluer dans les rédactions technologiques, révélant des pratiques discriminatoires similaires dans tout le secteur. Les entreprises se sont empressées de mener des audits internes, espérant améliorer leur culture d'entreprise avant de devenir le prochain scandale. L'acquisition de Westfield a été finalisée selon des conditions restructurées et plus équitables. Un nouveau modèle d'entreprise est ainsi apparu, prouvant que rentabilité et inclusion pouvaient aller de pair. En 6 mois, la valeur de l'action a bondi de 23%, surpassant de 11 points l'indice Nasdaq. Richard a tenté de se reconstruire en postulant dans 3 entreprises différentes. Il s'est appuyé sur d'anciens contacts, promettant des rendements exceptionnels. Mais à chaque fois, les vérifications d'antécédents et les inquiétudes croissantes concernant les risques juridiques liés à un leadership discriminatoire ont conduit à des retraits discrets des offres. Son action en justice pour licenciement abusif contre Pinnacle a été rejetée avec préjudice. Le juge a invoqué des preuves accablantes de sa mauvaise conduite. Bientôt, les auditions du Congrès sur les pratiques du secteur technologique ont commencé à se concentrer non seulement sur les préoccupations antitrust, mais aussi sur la culture d'entreprise. Jonas Harvey a témoigné. Il n'a pas seulement défendu l'impératif moral de l'inclusion. Il a exposé les arguments économiques en sa faveur. Les environnements discriminatoires ne nuisent pas seulement aux personnes, a-t-il déclaré aux législateurs. Ils gaspillent les talents, freinent l'innovation et exposent les entreprises à des risques juridiques évitables. Ces facteurs sapent la valeur actionnariale et nuisent à la compétitivité de notre économie. De nouvelles réglementations fédérales ont rapidement suivi. Les entreprises étaient désormais tenues de communiquer non seulement les chiffres relatifs à la diversité, mais aussi les taux de promotion, les données démographiques sur les dirigeants et les indicateurs d'équité salariale. Chez Pinnacle, Diane Rodriguez a ouvert la voie. Elle a mis en place des audits culturels trimestriels, qui sont rapidement devenus une référence dans le secteur. En combinant retours anonymes, suivi des progrès et signalement des incidents. Elle a développé des systèmes d'alerte précoce permettant de détecter les problèmes culturels avant qu'ils ne deviennent toxiques. La satisfaction des employés a atteint de nouveaux sommets.
Les employés n'étaient pas seulement tolérés, ils étaient véritablement inclus. Zoe Patterson dirigeait l'équipe produit qui a lancé le déploiement le plus réussi de Pinacle depuis 5 ans. Les modèles financiers de James Wright, autrefois rejetés par Richard, guidaient désormais les décisions stratégiques avec une précision remarquable. Dans la Silicon Valley, des changements culturels ont commencé à s'installer. Certaines entreprises ont adopté le changement, reconnaissant l'avantage concurrentiel d'une véritable inclusion. D'autres l'ont fait à contre-cœur, se contentant d'en faire juste assez pour échapper à toute surveillance. La différence de résultat est devenue flagrante. Les entreprises qui ont opté pour la transformation ont attiré les meilleurs talents et ont surpassé les autres. Jonas observait cette vague de changement avec une fierté discrète. Le voyage était loin d'être terminé, mais l'élan était devenu irréversible. Le véritable changement, une fois amorcé, acquiert sa propre force. Lors d'une grande conférence technologique, un concierge s'est approché de Jonas, les larmes aux yeux. « Tu as tout changé pour des gens comme nous », a-t-il murmuré. 1 an plus tard, Jonas visitait le siège social de Pinacle. Son nom ornait à nouveau la façade du bâtiment. À l'intérieur, des employés de tous horizons travaillaient ensemble dans des espaces ouverts et inclusifs, conçus pour la collaboration et la dignité. L'atmosphère avait changé. Un équilibre régnait désormais, une ambition fondée sur l'éthique, une énergie tempérée par le respect. Au sein du département innovation, Jamal Washington était aux commandes. Autrefois cantonné à des tâches de conciergerie malgré son MBA et son expertise technologique, Jamal dirigeait désormais l'équipe à l'origine de la source de revenus à la croissance la plus rapide de Pinacle, un outil de communication multiplateforme qui conquiert les marchés mondiaux. Les chiffres d'adoption ont dépassé nos meilleures prévisions, a expliqué Jamal en montrant les indicateurs à Jonas. Nous constatons une forte croissance sur les marchés internationaux. Votre expertise en communication interculturelle a fait toute la différence. Jonas sourit. Parfois, nos meilleures innovations naissent de perspectives que les dirigeants ont historiquement ignorées. Jamal a hoché la tête. Ma grand-mère, au Nigeria, a été ma première bêta-testeuse. Ces retours ont complètement transformé la conception de l'interface utilisateur. Jonas a continué sa visite du bâtiment, prenant le temps de discuter avec les employés de tout niveau. Bien qu'il ait repris ses fonctions de cadre, il continuait d'enfiler son uniforme de concierge une fois par mois, nettoyant aux côtés de l'équipe de maintenance. Les dirigeants doivent comprendre chaque poste dans l'entreprise, a-t-il dit à un jeune employé qui le regardait avec surprise vider la poubelle. Aucun rôle n'est inférieur à qui que ce soit. Chaque rôle a de la valeur. Ce principe était profondément ancré dans la nouvelle culture de Pinacle. Les cadres travaillaient désormais régulièrement en première ligne. Les connaissances du service client influençaient le développement produit. Les hiérarchies s'étaient aplaties. Le mérite et la contribution comptaient plus que le titre ou le pédigré. Victoria, ancienne PDG, est désormais conseillère. Elle a parcouru le pays pour aider d'autres entreprises à transformer leur culture d'entreprise. Son histoire de complice passive à réformatrice active est devenue un cas d'école incontournable dans les formations en leadership éthique. Mon plus grand échec, a-t-elle confié à des étudiants en commerce, est devenu mon plus grand professeur. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré elle. Les stratégies de Diane en matière de diversité ont suscité un intérêt international. Des agences gouvernementales et des entreprises internationales ont envoyé des équipes pour s'inspirer d'elle. Elle a encadré des personnes autrefois exclues, dont beaucoup occupaient désormais des postes de direction. Ces données étaient éloquentes. Les environnements inclusifs ne sont pas seulement source de bien-être, a-t-elle déclaré lors d'un sommet d'entreprise. Ils sont plus performants. Ils permettent de résoudre les problèmes plus rapidement, d'innover plus efficacement et de répondre aux besoins du marché avec agilité. Gerald Westfield et Jonas Harvey sont devenus des amis proches au-delà de leur alliance commerciale. Leur entreprise fusionnée a remporté le prix du lieu de travail le plus équitable, 2 années de suite. Nous avons montré au monde entier, a déclaré Gerald lors de la cérémonie, qu'éthique et profit ne sont pas incompatibles. Ils se renforcent mutuellement. Jonas se tenait à côté de lui, hochant la tête en signe d'accord. Richard Connell a finalement quitté le pays pour s'installer dans un marché beaucoup plus restreint. Son influence dans la Silicon Valley avait disparu.
Son histoire est devenue une lecture obligatoire des cours d'éthique des affaires, un exemple concret de la façon dont un leadership toxique détruit la valeur. Les transformations ont continué à se manifester dans tout le secteur, parfois de manière inégale, mais toujours indéniable. Les entreprises ayant réellement adopté l'inclusion ont pris une longueur d'avance. Les investisseurs ont commencé à exiger non seulement des performances financières trimestrielles, mais aussi des indicateurs reflétant la santé culturelle des organisations. Un soir, Jonas se trouvait dans l'ancien bureau de Richard. Les parois de verre froid avaient été remplacées par du bois chaleureux, orné de photos familiales et de trophées communautaires. Sur son bureau trônait une photo encadrée de lui plus jeune, un homme qui, autrefois, avait essuyé le rejet silencieux d'investisseurs ne voyant que la couleur de sa peau. Un bruit soudain interrompit ce moment. Le concierge de nuit était venu pour vider les poubelles. « Ne vous dérangez pas, monsieur Harvey, dit-il. Ce sera rapide. » Jonas se leva malgré tout. « En fait, répondit-il à son assistante surprise, personne n'est trop important pour contribuer au nettoyage. » Tous deux ramassèrent ensemble les restes de la journée. Fondateur et concierge, deux rôles distincts par la vie, unis par une même dignité partagée. Le vrai pouvoir ne se mesure pas au nombre de personnes que l'on peut abattre, mais bien au nombre de personnes que l'on choisit de soutenir. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Ces événements se déroulent chaque jour, dans des bureaux, des salles de réunion et des espaces de pause à travers le monde. La discrimination ne blesse pas uniquement les individus. Elle freine la créativité, entrave l'innovation et mine la confiance ainsi que la valeur. Le parcours de Jonas Harvey nous rappelle que voir clairement implique souvent de quitter le confort du privilège pour embrasser la vulnérabilité. C'est là que réside la vérité. La chute de Richard Connell ne fut pas qu'un simple acte de justice poétique. Elle symbolise l'effondrement inévitable d'une culture fondée sur la peur, l'exclusion et le déni. Avez-vous déjà été témoin de discrimination sur votre lieu de travail? Partagez votre expérience. Rappelez-vous, la diversité n'est pas un simple quota. C'est un avantage compétitif. Les entreprises inclusives sont celles qui bâtissent l'avenir. Elles réussissent dans tous les domaines importants. Identifiez quelqu'un qui aurait besoin de ce rappel. Partagez cette histoire avec vos collègues, vos amis, ou les dirigeants qui écrivent le prochain chapitre de leur organisation. Parfois, une histoire transmet un enseignement qu'aucune statistique ne saurait transmettre.